pour aujourd'hui. J'ai modifié un peu la structure de ma base de données. Donc, on voit ici que j'ai euh, livre d'un côté et j'ai auteur d'un côté et j'ai une table intermédiaire, donc une table de jonction, puisque un auteur peut écrire plusieurs livres et un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Deux, trois, quatre auteurs peuvent collaborer ensemble pour rédiger un manuel. Donc, si on va voir les tables, elles sont toutes les trois ici. Et est-ce que j'ai pris la peine, je sais que je l'ai fait avec mon autre groupe, mais je ne suis pas sûr que je l'ai fait avec vous. Est-ce que j'ai pris la peine jusqu'à maintenant d'aller regarder ce qui se passe, ce qu'il y a dans la table de migration ici? Non, hein? Non, je crois pas. Donc, présentement, dans le projet d'aujourd'hui, je n'ai pas activé les migrations puisque dans ma démonstration, je veux garder cette structure de base de données. Mais si on s'amuse quand même à aller regarder la table de migration, euh, on va voir qu'il y a déjà, ou il devrait déjà, voilà, il devrait déjà avoir de l'information à l'intérieur. Et ce qu'on voit, si je zoome un peu dessus, ce qu'on voit, c'est que donc j'ai créé ma base de données en utilisant des classes entités qu'on va aller regarder tout à l'heure, mais dont vous devinez sûrement en regardant les tables dans la base de données la structure. Et donc c'est la première migration, la première version. Donc on a un migration ID, on a la classe héritant de DB Context qui a servi à créer cette base de données. Et on a un numéro de référence unique. Ça va? Et la version du framework.net qui a été utilisée pour créer mon projet, donc créer la base de données. Si on effectue une nouvelle migration, dans la table, on va avoir un deuxième enregistrement avec un nouvel ID de migration, avec exactement le même contexte, parce que, voyons, c'est toujours la même classe qui hérite de DB Context qui est utilisée, mais on va avoir un nouveau numéro de référence ici. Pourquoi? Parce que entre la première migration et la deuxième migration, ben, il y a des attributs qui ont été rajoutés, enlevés, il y a des annotations qui ont été attribuées, enlevées, il y a des entités, il y a des classes qui ont été enlevées ou ajoutées. Il y a des relations qui ont été enlevées, ajoutées ou modifiées. Donc, le numéro de référence ici va être le même et la version ici du framework va être différente. Donc, c'est l'équivalent ici de faire un git log dans Git Bash, où vous voyez un ID de commit, la date où le commit a été fait, une petite description de ce qu'il y a dans ce commit. Et tout comme avec Git, où je peux reculer dans le temps pour retomber vers une version précédente de mon projet ou réavancer dans le temps jusqu'à la date actuelle, jusqu'à à la, à la, pardon, jusqu'à la branche master qui est sur Head, sur la tête de mon projet, mais avec les migrations, on peut faire ce qu'on appelle des migrations manuelles. Moi, ce que je vous ai montré à faire, c'est les migrations automatiques, où chaque fois que vous faites une modification et vous compilez, la base de données mute pour, euh, euh, pour s'adapter au nouveau modèle entité que vous avez créé. Mais si on active les migrations manuelles, chaque fois qu'on fait une modification, on devrait aller dans la console Nugget euh, et faire une commande de migration up pour migrer vers le haut, pour aller vers la nouvelle version. Mais on peut aussi faire une migration down pour redescendre vers une migration préalable. Donc, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas besoin d'activer les migrations, mais si vous faites un projet et vous allez avoir à le faire dans notre sprint 3 et que vous modifiez à quelques reprises votre base de données avec des migrations, prenez la peine de venir voir ce qui se passe ici dans la table migration. Ça va pour tout le monde. Donc, c'est un petit détail qu'on n'avait pas, que j'avais oublié de mentionner, mais qui est intéressant qu'on développe un gros projet. Si on veut implémenter une nouvelle fonctionnalité et qu'on rajoute des tables, des relations et que après quelques heures de développement, on se rend compte que finalement notre modèle n'était pas bon, ben,
au lieu de remodifier encore nos classes entités et de générer la base de données, on peut tout simplement dire au framework, migre vers le bas, ramène-moi à tel ID et recharger le projet dans l'état où il était à ce moment-là. Ça, c'est pour la base de données. Maintenant, côté code, ben, c'est Git qui va vous permettre de retourner dans votre projet avec les classes dans l'état où ils étaient au moment qui correspond à la version de la migration de la base de données qui vous intéresse. Ça va? Tout le monde a compris ce qui vient de se passer, ce que je viens de dire? Oui. Oui. Donc, si on regarde cette base de données présentement, il n'y a aucun enregistrement à l'intérieur. Donc, si je regarde ma table auteur, elle est vide. Si je regarde ma table livre, elle est vide. Si je regarde ma table livre-auteur, évidemment, elle est vide, elle aussi. Donc, pourquoi est-ce que je... Mon diagramme. Donc, pourquoi est-ce que euh, excusez-moi, j'ai perdu mon diagramme. Donc, pourquoi est-ce que je vous ramène dans SQL Server Management Studio, puisqu'on sait déjà créer ce genre de relation et créer nos bases de données, c'est que pour l'instant, on a fait des opérations crude relativement simples. Ça va? Des insert, des select, des updates et des retrieve sur des tables qui étaient dissociées les unes des autres. Elles n'avaient pas de relation entre elles. Donc, maintenant qu'on a des relations notables, ben, ce serait important de voir comment faire des insertions et comment faire des sélections. Et le cas particulier, le cas le plus complexe en réalité pour des étudiants habituellement qui commencent en base de données, si on est en SQL, c'est faire une insertion multitable. Donc, si j'étais en SQL présentement et que je veux créer un nouveau livre, ben, on sait que si un livre a un auteur, je devrais récupérer les informations du livre, je devrais récupérer les informations de l'auteur. Et donc, je dois insérer des informations dans la table livre, je dois insérer des informations dans la table auteur, mais en même temps, je dois aussi insérer des informations dans la table de jonction. Et en SQL, peu importe le serveur de base de données que vous utilisez, si vous ne suivez pas un certain ordre dans l'insertion des informations dans les trois tables qu'on a ici, que ce soit sur MySQL, sur SQL Server ou sur Oracle, vous allez avoir une erreur qui va être générée. Donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, avant qu'on passe à la lecture du sprint 3, qui est notre sprint final, c'est comment est-ce que le Entity Framework gère ce genre d'insertion pour nous. Donc, ce qu'on va faire, on va insérer un livre sans auteur, parce que c'est possible. Disons que j'ai un livre qui est écrit où je trouve un manuscrit là, qui a été écrit une dizaine d'années, une centaine d'années, et l'auteur est anonyme. C'est possible. Ou on ne sait pas qui l'a écrit. Donc, c'est possible dans notre système ici. On pourrait le bloquer, mais dans notre système, je l'ai laissé possible. On peut aussi créer un auteur qui n'a pas encore écrit de livre, donc un prétendant auteur. Et pour finir, on va créer un livre avec un auteur et un auteur avec un livre. Donc, on va faire ça d'un coup. Qu'est-ce que je veux dire? On pourrait créer le livre séparément et l'auteur, ensuite mettre l'auteur. Mais je vais créer un livre en lui intégrant l'auteur directement. Et l'inverse pour l'auteur en lui intégrant un livre directement. Donc, c'est ces petites manipulations que je vais faire avec vous ce matin avant de prendre la première pause. Ensuite, on va regarder le sprint 3, qui n'est pas très différent des autres sprints. On va implémenter les fonctionnalités qui nous restent à implémenter. Et sauf que pour les dernières fonctionnalités, bien évidemment, je vais vous demander d'utiliser le Entity Framework Code First avec les migrations. Donc, je vais minimiser SQL Server Management Studio et retourner dans Visual Studio. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous comme structure de projet ici? J'ai créé une table livre, pardon, une classe livre. Comme vous voyez, je n'ai pas utilisé d'annotation parce que je vais y aller avec la génération par défaut de la base de données. Si vous voulez
plus de contrôle. On a vu comment la semaine dernière. Donc, j'ai l'ID de mon livre, le titre, le nombre de pages, la description, le genre. Donc, voilà. Et ici, on a public virtuel, une liste d'auteurs. Donc, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Du côté auteur, donc, j'ai l'ID de l'auteur, le nom, son âge, sa bibliographie et public virtual, liste de livres. Un livre peut publier ou écrire un auteur peut publier ou écrire plusieurs livres. Et j'ai ma classe ici, DB Vente, donc de livres, qui hérite de DB Context et qui contient deux DB7, un pour les livres, un pour les auteurs. Donc voilà ce qui a généré ma base de données avec la relation plusieurs à plusieurs entre la table livre et la table auteur. Donc, jusque-là, pas de nouveauté. Ça devrait bien aller pour tout le monde. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans mon contrôleur. Et dans le contrôleur, la première chose qu'on va faire, on va venir, je vais insérer un livre, un livre sans auteur. Vous savez, faisons ça de manière un peu plus intelligente. Donc, je vais faire ceci. Je vais copier ceci. Bon. Et je vais venir juste ici en bas. Et donc, private, void, insert, book, without, vous savez quoi? Insérer livre sans auteur. Et je vais ouvrir mes accolades. Et à l'intérieur ici, on va faire notre requête. Comme ça, chacune de ces fonctions va être appelée à l'intérieur de mon action. Donc, vous allez pouvoir voir comment est-ce que, donc, dans chacune de ces actions, on a le code qui fait référence au nom de la fonction. Ça va pour tout le monde? Donc, on va avoir une fonction insérer livre sans auteur. On va avoir une fonction insérer livre avec auteur. On va avoir une fonction insérer auteur sans livre et une fonction insérer auteur avec livre. Ça va? Oui. OK. Oui. Donc, super. Donc, pour insérer mon auteur, je vais aller mon livre sans auteur. Donc, db. Évidemment, livre.add. On va y aller avec un new livre. On va mettre
OK, je vous avais perdu temporairement, je crois, donc je n'ai pas fait grand-chose. On m'entend bien? Oui. Parfait. Donc, voici mon insertion d'auteur sans livre et tout ce que j'ai rajouté pendant la coupure, c'est db.savechanges. Et donc, cette magnifique fonction, je vais la prendre et je vais venir juste ici l'appeler. Ça va? Vous n'avez pas Faut partagé. partager ton écran. Ah, d'accord. Parfait. Donc, allons-y. Allons-y. Et voilà. Ça va, on voit mon écran? Oui. Parfait. Merci. Donc, voilà, c'est le code qu'on avait avant la coupure. Juste ici, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter des save changes et je suis venu l'appeler. Dans une approche versionnement avec Git, ça va? Ce que j'aurais fait, euh, quand je crée mon projet, je serai ici, j'aurais fait un commit de base avec mon index ici étant vide. Ensuite, j'aurais créé une nouvelle branche, une branche que j'aurais appelée insérer livre sans auteur. Dans cette branche, j'aurais codé ceci et une fois que ça marche, là, j'aurais fait un commit et j'aurais merge ma branche secondaire avec ma branche principale. Comme ça, je suis sûr que ma fonctionnalité marchait avant de la ramener sur mon. Mais bref, lançons le tout. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, on devrait avoir un auteur, un livre qui a été inséré dans la table livre de notre base de données. On ne devrait avoir aucun auteur dans la table auteur. Et donc, dans notre table intermédiaire, dans notre table de jonction, on ne devrait avoir aucun enregistrement non plus ayant été ajouté. Donc, attendons quelques secondes. Parfait. Allons voir au niveau de notre serveur de base de données. Donc, je vais faire un petit. C'est pas toujours nécessaire de faire un refresh ici en haut. Je crois que on peut faire un refresh juste directement là, sur notre base de données. Donc, je vais retourner voir ma table livre qui n'avait aucun enregistrement tout à l'heure, et je vois que on a oublié de spécifier le genre. Donc, la valeur est nulle par défaut. Pourquoi? Parce que le genre est une string et une string peut être nulle par défaut en C#. On aurait dû mettre la notation require si on voulait forcer euh, l'utilisateur à rentrer quelque chose ici. Si je vais voir dans la table auteur, nul n'a pas été inséré dans auteur. On n'a juste pas d'auteur, pas d'enregistrement auteur qui a été inséré. Et comme vous pourriez vous en douter, rien du tout dans la table intermédiaire. Donc, de la même façon, tout aussi rapidement en fait, je vais aller insérer maintenant un auteur sans livre. Et on peut prédire le comportement inverse. On a un auteur qui va être ajouté, aucun livre et aucun enregistrement dans la table intermédiaire. Donc, je vais y aller autrement. Tout à l'heure, j'ai créé la fonction et je suis venu l'ajouter. Je vais mettre celle-ci en commentaire puisque on ne veut pas insérer deux fois le même livre, quoique ce ne sera pas le même livre. Il aura les mêmes informations, mais il y aura un nouvel ID qui sera généré, ce qui est inutile pour notre cas ici. Donc, je vais mettre cette ligne en commentaire. Je vais écrire insérer euh, auteur sans livre cette fois-ci. Donc, je donne un nom de fonction. Cette fonction n'existe pas encore. Visual Studio n'est pas content, mais Visual Studio me propose des solutions. Et une d'entre elles est de créer pour moi la fameuse méthode à l'intérieur de mon constructeur. Donc, de créer son squelette. Et c'est donc à moi, une fois que le squelette est créé, de venir faire quoi? De venir mettre le code qui m'intéresse à l'intérieur. Ce que je vais faire sans plus attendre. Donc, je vais copier mon squelette de code et ici, je vais venir faire les modifications qui s'imposent. Donc, je veux plutôt cette fois-ci faire db. En fait,
livredb.compte ici, il n'est plus nécessaire puisque la base de données, elle existe déjà. C'est juste la première fois. Pour créer la base de données, il faut essayer de faire une requête. Donc, je pourrais l'enlever et ça ne changerait rien à mon code ici. Donc, db.auteur, cette fois-ci, .add. On va faire un new heure. Je vais aller mettre mon point virgule pour ne pas l'oublier. On ouvre et on ferme les accolades pour que ce soit plus lisible. Donc, allons-y. Mon auteur a un âge, une bibliographie, un titre, un nom et je peux lui attribuer un tableau de livres ici, ce qu'on ne va pas faire tout de suite. Donc, tiens, allons-y avec âge en premier. Donc, disons 36. Ensuite, mon auteur a un nom. Allons-y avec auteur 1. Mon auteur a une bibliographie et ce sera tout. Une bibliographie. Donc, vidéo 1. Parfait. Donc, je sauve le tout. Ma fonction est déjà appelée. Donc, allons tout simplement exécuter. Donc, attendons quelques instants. Et allons voir au niveau de notre base de données. Donc, je vais faire un petit refresh. Voilà. Et je vais, cette fois-ci, aller regarder ce qui s'est passé dans la table auteur. Dans la table auteur. Voilà. Mon auteur a été rajouté avec l'ID 1. Dans la table livre-auteur, on ne devrait avoir rien du tout. Et dans la table livre, on devrait avoir notre livre solitaire de tout à l'heure. Et voilà, ça va. Maintenant, on va créer un livre qui a été écrit par deux auteurs. Donc, en créant le livre qui a été écrit par deux auteurs, on devrait voir un nouveau livre se faire ajouter dans la table livre. On devrait voir deux auteurs se faire ajouter dans la table auteur et on devrait voir dans la table de jonction, on devrait voir deux fois l'ID de notre livre, le même ID, ça va, puisque c'est un livre écrit par deux auteurs. Donc, on devrait voir l'ID du livre, l'ID du premier auteur, l'ID du livre, l'ID du deuxième auteur. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, allons ici. Donc, je vais mettre ceci en commentaire encore une fois et insérer livre avec auteur. Donc, je le fais comme ça, mais vous savez, j'aurais pu créer une fonction, par exemple, qui reçoit une liste d'auteurs. Et donc, à l'intérieur de ma fonction, j'aurais créé un objet de type livre et à sa propriété auteur, qui est une liste d'auteurs, je l'aurais initialisé avec ma liste d'auteurs. Donc, vous pouvez varier ce que je suis en train de faire dans cette démonstration. Je vous donne l'idée de base ici. Donc, je vais générer ma méthode. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de créer un livre avec deux auteurs. C'est la même syntaxe pour un auteur ou pour 5 auteurs. Bref, je vous donne un guide, puisque je juge qu'il faut qu'on les fasse au moins une fois pour que vous puissiez imaginer des méthodes différentes de le faire. Donc, je vais venir chercher mon squelette d'auteur, de livre qu'on avait ici tout à l'heure. Donc, ceci, très important, chaque fois que vous effectuez un update, un delete ou un insert, de ne pas oublier de faire le fameux save changes. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais. Ah, excusez-moi. J'étais distrait puisque je parlais en même temps. Vous n'avez pas mis usine. Euh, oui, je l'ai coupé tout à l'heure, mais ah là là là, effectivement. Ok. Ce que je vais faire, je vais reprendre tout ça jusqu'à ici. Merci Néerlande. Et allons-y. Hein, les dangers du copier-coller. Parfait. Donc, j'ai inséré livre avec auteur, donc c'est même pas ça que j'aurais dû prendre en fait. J'aurais dû, parce que bon, j'ai déjà le squelette d'un livre ici. Donc, c'est de ceci que je vais démarrer pour aller plus rapidement. Donc, insérer livre avec auteur. Ceci et comme cela. Donc, j'ai un livre ici, donnons-lui une description, description 2. Le titre, c'est le livre 2. Le nombre de pages, disons 450 pages, virgule. On a quoi d'autre comme attribut dans un livre? Donc, si on va regarder notre livre, on a le genre qu'on avait oublié tout à l'heure. Donc, allons spécifier le genre. Donc, disons, euh, c'est un livre de science. Et notre dernier attribut, ben, auteur. Mais regardez bien, auteur est une propriété dans laquelle j'ai un get et un set. Un get qui me permet de récupérer une liste d'auteurs, mais un set qui me permet de modifier ma liste d'auteurs. Donc, ce qu'on va faire ici, égale euh, new, new quoi? New liste d'auteurs. Ça va? Et ma liste d'auteurs, non seulement je peux la déclarer de manière dynamique comme ceci, mais je peux aussi l'initialiser. Donc, dans cette liste d'auteurs, je vais pouvoir venir mettre un auteur, 2 auteurs, 10 auteurs si ça me fait plaisir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'aurais pu faire une signature ici où je reçois en paramètre une liste d'auteurs et je serais juste venu mettre ma variable de type liste d'auteurs ici. Mais là, je vais y aller de manière dynamique. Donc, à l'intérieur de ma liste, je vais avoir un new auteur, c'est mon premier auteur. Je vais ouvrir les accolades. Je vais faire virgule. Ouh là là, l'autocomplétion. Donc, je vais faire virgule tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, je sais que je veux créer 2 auteurs. Donc, mon deuxième auteur, CTRL-C. Et je crois que en fait, c'est la première fois que je vous montre que c'est la première fois que je vous montre ça, qu'on pouvait initialiser, qu'on pouvait déclarer et initialiser une liste tout de suite. Habituellement, ce qu'on faisait, on créait notre liste, après on faisait .add et on passait un auteur en paramètre. Mais on peut y aller, comme ceci. Donc, c'est ici que je vais vouloir rajouter mon deuxième auteur. Je pourrais mettre virgule un troisième auteur, ainsi de suite. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, dans chaque auteur, je vais être en mesure de faire quoi? Je vais être en mesure de donner ces informations. Donc, pour aller rapidement, je vais venir copier mon premier auteur ici de tout à l'heure. Je vais me copier ces informations. On va juste les changer un peu. Ceci, comme ceci. Donc, donnons-lui, disons, 25 ans. C'est l'auteur 2 et la bibliographie 2. Et créons un autre auteur, juste ici.
ceci. Donc, lui, donnons-lui 45 ans. C'est notre auteur 3 et sa bibliographie. Bibliographie 3. Et on sauve les changements au niveau de notre base de données. Donc, je vais sauver le tout et cette fonction, elle est déjà appelée. Donc, allons lancer notre application. Donc, je répète, j'ai voulu compresser, là, optimiser l'exemple. Donc, j'ai créé mon livre et à l'intérieur du livre, dans sa propriété auteur, qui est de type liste d'auteur, j'ai créé une liste et j'ai initialisé la liste. Tout ça dans une seule ligne. On aurait pu, je répète, créer le livre, la classe, l'objet livre, créer mes deux objets auteurs et ensuite venir faire mon nom de variable livre, point auteur, qui serait la liste d'auteurs.add. Et on aurait ajouté le premier auteur. Et on aurait fait la même chose encore, .add, on aurait ajouté le deuxième auteur. Et ensuite, on aurait fait un save changes pour répercuter les choix au niveau de la base de données. Mais c'est long, alors qu'on peut tout écrire d'un seul trait. Et en passant, avant de regarder ce qui s'est passé dans la base de données, quand on regarde notre syntaxe ici, notre syntaxe, oui, ici, ben, si on est un peu habitué à travailler avec du JSON, ben, on n'est pas trop perdu là, présentement. C'est le même principe, des objets imbriqués dans des objets, avec du JSON ou du jQuery. Donc, ou même du Node. Donc, je voulais, voilà. Faisons un refresh. Parfait. Et allons observer nos tables. Donc, la table auteur. Donc, je vois effectivement que j'ai mes auteurs supplémentaires qui ont été ajoutés avec les ID générés automatiquement. Dans la table livre, j'ai j'ai deux auteurs qui ont été ajoutés dans la table auteur. Je devrais avoir un livre qui a été rajouté dans la table livre. Effectivement, il se trouve juste ici, le livre qui a été rajouté. Et si je vais voir dans la table livre auteur, je devrais avoir mes deux premiers enregistrements. La table livre auteur qui est formée d'une clé primaire composée, c'est-à-dire que ceci est une foreign key vers la table livre, ceci est une foreign key vers la table auteur, et ces deux champs, ces deux clés étrangères forment la clé primaire de ma table. Donc, je vois bel et bien que le même livre, donc ID2 et ID2, est associé à deux auteurs différents. Donc, vous avez de bonnes connaissances déjà en SQL et vous savez que ce qu'on vient de faire ici en quelques lignes de C#, sans se poser trop de questions, juste en créant deux objets à l'intérieur d'une propriété d'un autre, ben en SQL, ça demande un peu plus de réflexion dans l'ordre dans lequel il faut faire nos insertions pour que la base de données accepte le tout. J'espère que vous comprenez et vous réalisez la puissance de la syntaxe qu'on vient de faire ensemble. Et juste pour compléter la boucle, faisons l'inverse. Créons maintenant un auteur avec un livre. Parce que bon, un livre avec deux auteurs, un auteur avec deux livres, on s'entend, c'est la même histoire. Donc, je vais juste créer un auteur avec un livre par défaut. Et ensuite, amusons-nous à essayer de faire quelques sélections. Donc, faisons ça symétrique. Créons un livre avec un auteur avec deux livres aussi. OK. Donc, je vais encore une fois revenir ici. Mettons ça en commentaire et insérer avec et je vais laisser Visual Studio générer le squelette pour moi. Super. Je vais démarrer avec l'auteur.
ici. Zoomons un peu. Donc, je vais démarrer avec l'auteur. Et l'auteur, déjà changeant ses informations, lui, tiens, un auteur qui a commencé à écrire, j'ai 18 ans, c'est notre quatrième auteur, si je ne me trompe pas, dans bibliographie 4, et mon auteur, virgule, qu'est-ce qui nous reste comme champ? C'est livre, qui encore une fois est une liste de livres. Donc, livre égale new liste de livres. On ouvre les accolades et je vais venir créer 2 livres ici. Donc, je vais, prenons notre premier livre juste ici, qui est un livre sans auteur. Donc, copier ceci. Je vais venir et coller. Oui, juste ici. Donc, j'ai un nouveau livre. Il faut juste faire attention à nos accolades. Donc, j'ai la description, j'ai le titre, j'ai le nombre de pages, j'ai le genre de mon livre. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pas dû coller. Ça me dérange plus qu'autre chose. Excusez-moi. Il faut faire attention. L'accolade qui est ici, elle est associée avec... donc, ça, c'est mon premier livre. Merci. Pardon. L'accolade qui est ici, ben, elle est associée au livre, donc il manque une accolade. Ah, c'était une mauvaise idée. Non, il manque une virgule après l'accolade du livre. Non, parce que je pourrais mettre seulement un livre. Ça va? J'ai pas encore mis le deuxième. Donc, ce qui arrive ici, c'est que voilà, ça va. Donc, voici où mon fameux livre finit en réalité. Donc, l'accolade qui était ici, elle allait plutôt avec l'accolade qui est là. Et la dernière accolade, c'était celle de mon user. Donc, comme je dis, il faut toujours faire attention quand on fait du copier-coller. J'ai voulu faire du copier-coller pour aller rapidement, là, mais ça a failli me causer plus de problèmes qu'autre chose. Donc, je vais prendre ceci pour mon second livre. Allons-y. Et on a oublié de changer les informations. Donc, je vais mettre 3 ici, 3, allons-y avec 130 pages et allons-y avec de la fiction. Si je faisais un vrai projet, je voudrais probablement pas écrire les genres ici à la main. Je voudrais probablement avoir une table genre dans laquelle je peux récupérer les genres acceptables. Ou je pourrais avoir une énumération. Je vous ai présenté les énumérations, les énumes, il y a quelques cours. Donc, je pourrais avoir une énume genre littéraire. Ou encore, je pourrais avoir un tableau constant de string et dans ce tableau, j'aurai les différents types. Donc, tout ça pour que mes genres soient toujours écrits de la même façon. Donc, description 4, livre 4, nombre de pages 300 et allons-y avec un livre de un roman. Donc, j'ai mon livre, j'ai mon auteur avec ces 2 livres. La méthode est appelée, on va juste faire un CTRL S pour sauver et on va lancer le tout. Oups, 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 ça va planter. Donc, je vais stopper avant que ça plante. Donc, on lance à partir du
Ah, OK. Pardon, j'étais au bon endroit. On lance toujours à partir du HTML. Donc, on devrait avoir un nouvel auteur dans la table auteur, deux nouveaux livres dans la table livre et deux nouveaux enregistrements dans la table intermédiaire auteur-livre. Ou plutôt, oui. Donc, je vais faire un refresh sur la base de données. Un petit refresh sur la base de données. Je vais aller observer ma table auteur. Et voilà, on a bel et bien notre, nouvel auteur ici, l'auteur numéro 4. Je vais aller observer la table livre. On a bel et bien nos deux nouveaux livres, celui de fiction et celui de romance, donc notre roman. Et dans la table livre-auteur, on a encore une fois deux nouveaux enregistrements pour lesquels je vois cette fois-ci que le même auteur se trouve deux fois dans ma liste et que il a deux livres associés. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Oui. Donc, assez simple, assez puissant. Et je prends la peine de faire ces requêtes avec vous. Pourquoi? Ben parce que pour implémenter les dernières fonctionnalités de notre projet, quand on veut savoir, par exemple, on sait que, par exemple, un étudiant peut être inscrit à plusieurs cours. Ça va? Et un cours peut avoir plusieurs étudiants. Donc, on a des relations de plusieurs à plusieurs dans notre site de e-learning. Si je veux connaître quels sont tous les étudiants qui sont inscrits à quel cours, ben, c'est des requêtes qu'on n'a pas encore fait pour l'instant. Si je voulais, et c'est des insertions qu'on n'a pas encore fait. Je veux créer un nouveau cours en y inscrivant directement un certain nombre d'étudiants. C'est des requêtes qu'on n'avait pas encore fait. Mais avec ce qu'on est en train de voir présentement, ben, vous êtes capable de le transposer à notre projet. Donc, je vais en faire encore quelques-unes avant de stopper cet enregistrement qui conclura ce que je voulais faire comme démo. On prendra une pause. En revenant de la pause, on va se concentrer sur le sprint 3 de notre projet. Donc, je vais retourner dans Visual Studio. On va stopper ceci. OK. Et donc, si je veux récupérer tous les livres d'un enseignant en particulier, pas d'un enseignant, excusez-moi, mais d'un auteur en particulier. Donc, comme on est en orienté objet, ben, ça devrait se faire normalement de manière assez intuitive, puisque un auteur contient une liste de livres et cette liste de livres correspond à tous les livres qui sont associés à l'auteur. Si l'auteur n'a aucun livre, la liste de livres va être nulle ou va être vide. Si l'auteur a plusieurs livres, la liste de livres va contenir autant de cases que de livres au nom de cet auteur et je vais pouvoir parcourir chacun des livres dans la liste pour afficher ces informations ou pour modifier ces informations. Donc, faisons un exemple simple. Si je fais ici, donc, DB, oups, DB vente, DB égale, parce qu'on va se débarrasser de ceci, on n'en a plus besoin, égale new. Donc ici, j'y vais sans utiliser le using. Donc, ce code-là devrait normalement être dans un try-catch final. Et c'est dans le finally que je devrais me débarrasser de mon objet DB. Donc, j'ai mon DB. Ensuite, je vais avoir ici var, tiens, res, le résultat, égal. Donc, si je fais db point, db.auteur, par exemple. Donc, ça me retourne ma liste d'auteurs. Point find, par exemple. Donc, allons voir la base de données quelques secondes. Donc, on sait que l'auteur 4, il a deux livres.
Ça va? Le livre avec l'ID 3 et le livre avec l'ID 4. Donc, find 4. Donc, ça devrait me retourner l'auteur avec l'ID 4. Et si je fais point, puisque c'est un auteur, j'ai accès aux différentes choses qui sont à l'intérieur de cet auteur. Donc, je fais livre, point, et je vais y aller ici avec to list. Donc, aussi simple que ça. Donc, je récupère un auteur en particulier. Cet auteur a une liste de livres à son actif et cette liste de livres, je l'ai convertie en une liste de livres que je vais récupérer ici. Maintenant, cette liste de livres, je peux itérer dans cette liste de livres avec un for each pour afficher les informations de chacun des livres. Mais juste avant d'exécuter cette requête, laissez-moi l'écrire peut-être d'une manière un peu différente. Donc, si je fais, laissez-moi y penser 2 secondes, db.auteur.where. Where, je vais mettre A pour auteur. On va utiliser un lambda. Where A.id auteur égale 4. Tout le monde me suit jusque-là? Donc, ça, le where vous retourne un iQueryable d'auteur, donc un tableau d'auteur dans lequel on devrait avoir normalement seulement un auteur. Si je sais que je vais avoir seulement un auteur, pourquoi retourner un tableau? Donc, ce que je vais faire, c'est point. On a point. C'est moi select. Donnez-moi une seconde. Point. Voilà. Single. Single quoi? Ben, single auteur. On a single et single or default. Donc, single, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me retourner si jamais il n'y a aucun auteur qui correspond à ma requête, ben, ça va générer une exception. Alors que single or default, s'il n'y a aucun auteur qui correspond à ma requête, ça va faire quoi? Ça va me retourner nul. Donc, tout ça ici, ça me retourne mon auteur. Mais sur cet auteur, donc, moi, ce que je vais faire, excusez-moi, là, j'improvise, je n'avais pas prévu cette requête, mais c'est juste pour vous montrer que on peut arriver à nos fins de différentes manières avec cette technologie. Donc, tout ça ici, ça me retourne un auteur, et sur cet auteur, je demande les livres, et sur les livres, je veux que ce soit une liste de livres. Donc, on s'entend que ben, si j'ai le choix entre écrire ça et écrire ça, je vais préférer écrire ça. Mais le résultat est exactement le même. Et je pourrais l'écrire d'une troisième manière encore en utilisant le link to SQL. Ça va? Donc, l'important, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer. Find, ça nous permet de retourner un objet par rapport à son ID et on a cette méthode parce que c'est standard de chercher un objet par rapport à son ID. Par contre, where nous permet de spécifier le critère de recherche et le critère de recherche peut être l'ID. Ça nous retourne l'objet et sur cet objet, on peut attaquer ses différentes propriétés. Bref, je vais mettre un point d'arrêt à la ligne 25 ici et lançons notre application et on va vérifier que ces deux requêtes nous donnent bel et bien le même résultat. Donc, attendons quelques secondes. Si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe, on devrait être capable de, voilà, de faire nos tests. Donc, allons-y. Je vais faire un step over pendant quelques secondes. Et donc,
notre ami Rez, qui est juste ici, on voit qu'il y a 2 éléments, ce qui est très bon signe, puisque nous savons que, et nous l'avons vérifié dans la base de données tout à l'heure, il y a 2 livres associés avec l'auteur à l'ID 4. Donc, si j'éclate, je vois bel et bien les informations du premier livre et je vois bel et bien les informations du second livre. Ça va? Et si on vérifie que la deuxième requête, qui est plus longue, mais normalement fait la même chose, donc allons-y. La deuxième requête vient d'être exécutée. Donc, je vais juste faire un peu de place ici dans ma fenêtre espion. Donc, je vais mettre res 1. Voilà. On a encore une fois 2 enregistrements, ce qui est bon signe. Je vous ramène à la base de données. Donc, ID 4 et 4, c'est mon auteur. Il a ce livre et ce livre. Donc, éclatons le résultat de notre requête. Et voilà, c'est le même premier livre et c'est le même deuxième livre. À partir de là, si je voulais effacer un de ces livres ou modifier un de ces livres, ben on sait que lorsqu'on a un objet, un des objets contenus dans la liste, si on utilise ces setters pour modifier les attributs et qu'on fait un db.savechanges, les changements sont répercutés sur la base de données. Si je veux effacer l'objet, donc je l'ai dans ma liste ici, je le récupère, je fais db.livre.remove et je passe en paramètre le livre sera effacé. Ça va pour tout le monde. Par contre, il faut faire attention. Par défaut, le Entity Framework, quand on fait un delete, c'est un delete en cascade. Donc, ça efface l'entité, mais toutes les entités associées. Si on ne veut pas un delete en cascade, malheureusement, même avec les annotations, on n'a pas de contrôle là-dessus. On doit aller au niveau de notre serveur de base de données et modifier manuellement notre relation pour ne pas permettre l'effacement en cascade. Le Fluent API dont je vous ai parlé tout à l'heure nous permet aussi de contrôler ce comportement. Donc, moi, je vais arrêter ma démo sur ceci pour aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? C'est clair?